Effectivement, je suis bénévole à France Nature Environnement, au réseau juridique, et je m'occupe donc pour FNE des questions de pollution lumineuse. J'avais notamment suivi l'élaboration de l'arrêté pollution lumineuse en 2018. Donc voilà, c'est pour ça finalement que je fais cette conférence ce soir. Donc vous pouvez me contacter sans problème à l'adresse mail là, que vous avez sur la première page, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour toute question, toute discussion. Cette présentation est elle-même libre, donc elle est diffusée, elle est déjà téléchargeable sur Internet. Donc voilà. Alors, le thème, c'est finalement intégrer des critères environnementaux sur l'éclairage. Et là, l'illustration que l'on a sur cette première page, c'est un peu les déviances de notre temps. Si vous regardez le nombre de lampadaires qu'il y a sur ce petit parking d'une petite résidence, c'est assez incroyable. Ils sont à touche-touche. Et là, on est vraiment sur l'effet rebond de la technologie LED. Comme elle est réputée peu consommée, et bien finalement, on multiplie les points lumineux et on neutralise complètement le bénéfice des économies d'énergie, puisque finalement, en multipliant le nombre de points, on va consommer pratiquement autant qu'avant. Et là, c'est vraiment l'effet pervers de cette nouvelle techno qui est sans précédent. C'est-à-dire, on est là sur une technologie, si on compare aux voitures, au chauffage ou à tout ce qu'on veut, c'est une techno qui permet de diviser en gros par 4 les consommations et bêtement neutralise ce potentiel. Et alors là, sur cette photo, si vous les comptez, les lampadaires, c'est assez fou, quoi. Il y en a 25. Il y a 25 lampadaires sur cette photo. Bon, voilà, c'est tout. C'est une introduction pour dire que le problème est entier et il est devant nous. Alors, les premiers à nous avoir alertés sur la question, c'est les astronomes, évidemment. Je dirais que c'est les seuls citoyens que l'on retrouve la nuit dehors, en pleine nature. Et donc, ils se sont alarmés de voir que la nuit naturelle disparaissait. Les objets d'étude de l'astronomie sont généralement faiblement lumineux. Et c'est pour ça que les astronomes sont malheureux. Là, par exemple, cette galaxie et la Lune sont à la même échelle. À la même échelle. C'est-à-dire que cette galaxie, elle est très grande dans le ciel. On ne la voit pas à l'œil nu parce qu'elle est faiblement lumineuse. Et la moindre lumière parasite va l'effacer. Et donc, c'est pour ça que les astronomes ont commencé à se plaindre il y a quelques dizaines d'années. Et je dis toujours, le premier instrument d'observation de l'astronome, aujourd'hui l'astronome amateur, son premier instrument d'observation, c'est la voiture. Un astronome amateur est obligé de se déplacer, il ne peut plus observer de chez lui, c'est impossible. Il est obligé de quitter même son village pour aller observer dans les champs à 10 km de chez lui. Parce que les paysages nocturnes ressemblent souvent à ça à côté de chez nous. Donc des halos, des ciels orangés, c'est-à-dire vous, si vous avez un appareil photo et que vous faites une pause de 10 ou 20 secondes, vous allez obtenir l'image de droite. Voilà ce que vous avez quand vous voulez faire une représentation du ciel. Alors l'œil accommode et ne s'en rend pas bien compte, mais le capteur de l'appareil, lui, est parfaitement objectif et au bout de 10 secondes, finalement, vous avez une image orange et vous n'avez que quelques étoiles sur votre capteur. Pourtant, le ciel étoilé faisait même partie du ciel urbain. Il y a encore un siècle. Van Gogh représentait la nuit étoilée urbaine, voilà, à Lyon à gauche et puis à droite à Arles. On voit les étoiles même dans le prolongement des rues. Donc voilà comment était dépeinte la nuit urbaine. Il y a un siècle, c'était une nuit étoilée. Aujourd'hui, cette représentation n'a plus de sens. Là, c'était sur cet impact paysager avec l'alerte des astronomes. Impact sur la biodiversité. Alors évidemment, l'impact, il est évident. La nuit est apparue sur Terre dans l'alternance du jour et de la nuit. Or, cette alternance, finalement, a été rompue il y a un demi-siècle, dans les années 50. Cette alternance a été rompue avec le maintien, finalement, d'un crépuscule artificiel toute la nuit durant, du fait de l'éclairage. Voilà, l'éclairage
des villes, bon, c'est accru considérablement, et finalement on se retrouve avec ce crépuscule artificiel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espèces diurnes, elles sont affectées. Alors les nocturnes, évidemment, les nocturnes, la nuit c'est leur habitat. La nuit c'est l'habitat des espèces nocturnes. Donc évidemment, elles se retrouvent dans un crépuscule permanent plus ou moins intense. Et je dirais qu'en 2020, ce crépuscule, il est considérable. C'est-à-dire quand vous êtes à 100 km de Paris, par exemple, et que vous regardez dans la direction de Paris, vous avez l'impression que le jour se lève. Voilà la nuit, à 3 heures du matin, vous regardez dans la direction de l'Île-de-France, le jour se lève. Voilà l'environnement naturel nocturne que nous avons complètement modifié, altéré. Donc les espèces nocturnes, voilà ce qu'elles subissent. Et les espèces diurnes, j'ai envie de dire réciproquement et symétriquement, parce que la nuit, c'est le moment du repos. Or, aujourd'hui, le repos dans l'obscurité, c'est de plus en plus compliqué, notamment près des centres urbains. Et donc, on va voir ces impacts-là sur différentes espèces. Alors, aujourd'hui, on a toute une compilation, toute une bibliographie sur ces impacts qui sont de plus en plus documentés. Donc là, il y a quelques exemples sur cette page avec un ou deux rapports du muséum. On a également ce qui est assez remarquable, c'est que même l'Association française des éclairagistes a réalisé une compilation de tous les impacts qui est assez remarquable d'ailleurs. Hein, donc, ils conviennent eux-mêmes que finalement la lumière a un impact. Donc aujourd'hui, on retrouve comme ça pas mal de synthèses qui complètent, je dirais, des articles isolés qu'on avait jusqu'ici. Là, maintenant, on a donc ce genre de compilation. Alors, si on regarde de plus près deux exemples emblématiques, alors le premier exemple emblématique d'impact, ce sont les insectes. Là, vous avez une petite vidéo, je ne sais pas si vous la voyez tourner, mais ça, on l'a tous vu sur les dizaines de millions de lampadaires et de points lumineux que l'on a en France. Tous les soirs, on a ça, on peut le filmer, c'est facile, il n'y a qu'à regarder son lampadaire et on va observer effectivement quelques dizaines d'insectes qui tournoient autour des lampes. L'éclairage est la deuxième cause d'extinction des insectes, après les produits phytosanitaires. Effectivement, là, on a des décimations assez considérables. J'ai un exemple que je cite assez régulièrement, c'est le grand pan de nuit. Là, j'ai une image en haut de la slide. Là. Ce papillon, c'est le plus grand papillon présent en France. Il a une envergure de 10 à 15 cm. Hein, c'est un papillon qui est très, très grand. C'est un nocturne et je l'ai vu disparaître dans les années 60. Je l'ai vu décimer dans les années 60 puisque le lotissement où j'habitais, on a installé un lampadaire à l'époque. Aujourd'hui, il doit y avoir 5 ou 6 lampadaires dans le même lotissement. À l'époque, on n'en avait qu'un. Et le matin, on avait ces papillons morts sur le trottoir. En fait, ils étaient morts d'épuisement à tournoyer autour du lampadaire toute la nuit. Et donc, on les ramassait le matin sur le trottoir. Et donc, sur le buffet dans la maison, on avait posé 5 ou 6 de ces papillons voilà, qui décorait le buffet dans la salle à manger à la maison. Donc voilà, cet impact-là, il est manifeste, on le constate et voilà, il est assez considérable pour les lucioles. La dernière fois que j'ai vu des lucioles en Provence dans un jardin, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, plus personne ne voit de lucioles dans son jardin en Provence. La luciole ne doit pas être confondue avec le ver luisant. La luciole, c'est un petit moucheron qui vole. Donc, on le voit voler dans le ciel et il est lumineux, alors que le ver luisant, il est tapi dans l'herbe. Autre exemple assez remarquable concerne les populations d'insectes aquatiques, où on les voit finalement avec une activité, c'est le graphe qui est à droite, avec une activité qui s'écroule par nuit de pleine lune, simplement par nuit de pleine lune, alors que par nuit noire, ils ont une activité extrêmement importante. Donc voilà des espèces qui sont sensibles à une lumière aussi faible que la Lune. D'ailleurs, ça fait penser un peu aux migrations verticales du plancton dans les océans, c'est-à-dire qu'ils sont complètement modulés par le cycle jour-nuit et par les cycles lunaires. C'est-à-dire que la Lune, qui n'émet pourtant, qui représente au sol peut-être que quelques pourcents de la lumière d'un lampadaire,
c'est que quelques pourcents de la lumière d'un lampadaire, elle suffit à moduler le comportement de population. Impact sur les oiseaux aussi. Alors ça aussi, si on veut bien, on l'a tous remarqué, c'est-à-dire que quand vous entendez un merle chanter à 3 heures du matin, c'est pas normal. Un merle qui chante à 3 heures du matin, il est en train de faire une confusion entre éclairage artificiel et crépuscule, aurore, et ça a été extrêmement étudié parce que finalement c'est assez simple à étudier. On voit sur les graphes du bas l'avance du chant par rapport à un environnement naturel. Dans un environnement artificiel, les chants des oiseaux vont démarrer 1 heure à 1 heure et demie plus tôt que dans un environnement parfaitement naturel. Et ça a été observé. Alors, selon les espèces, l'impact est d'autant plus grand. Et en particulier, c'est le graphe de droite. C'est par exemple, dans un même lieu, même assez éloigné des centres urbains, mais du fait que l'on se retrouve dans un halo de lumière, aujourd'hui, on constate que les chants démarrent 1 heure plus tôt qu'il y a un siècle. Donc voilà. Avec d'ailleurs des impacts même sur les comportements de reproduction, puisque finalement le mâle qui va chanter le plus tôt sera celui qui s'attirera les faveurs des femelles. Donc on a même une incidence sur les processus de reproduction de ces espèces. Et en écho à la raréfaction des insectes que j'évoquais précédemment, c'est même cette raréfaction des insectes en ville est une hypothèse d'ailleurs sur la chute des populations des insectes, des oiseaux insectivores en ville. Parce que paradoxalement, en ville, on utilise très peu de produits phytosanitaires. On est quelque part sur un environnement assez sain dans nos parcs et jardins en ville. Et malgré tout, il y a peu d'insectes. Et donc, l'explication, c'est évidemment les insectes qui sont d'abord capturés par les lampadaires, avec les papillons et les moucherons qui tournoient autour des lampadaires au lieu d'aller polliniser d'ailleurs. Et finalement, voilà, ce sont une nourriture, disons, qui va disparaître pour les oiseaux insectivores. Les migrateurs aussi extrêmement touchés. Alors ça, c'est assez remarquable, mais par exemple, en bas, il y a l'image d'un pont entre la Suède et le Danemark, ou plus haut, là, on voit une plage éclairée, ou alors une plateforme pétrolière. Alors là, ça a été particulièrement étudié, mais ces sources de lumière sont des pièges. Ce sont des pièges pour les migrateurs, c'est-à-dire que déjà, la migration, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour les oiseaux. 90% parviendront à destination, mais une dizaine de pourcents n'y parviendront pas. Donc, on est vraiment aux limites physiologiques des migrateurs. Et ces sources de lumière, je dirais, au milieu de nulle part, ou qui vont faire barrière sur un littoral, parce que finalement, la migration va traverser le littoral, et donc elle va donc devoir franchir une barrière lumineuse. Et systématiquement, on a distraction du vol des migrateurs par ces lumières. C'est-à-dire, on va observer les migrateurs qui vont non pas s'arrêter, mais ils vont tournoyer pendant des minutes, des quarts d'heure, voire des heures, voire se poser sur les plateformes pétrolières, voire se poser ou s'échouer sur les plages. Et on va retrouver ça, c'est un peu là, cette image là que je pointe sur Sud-Ouest, là, où un matin à la Cano, on a retrouvé des dizaines d'oiseaux morts sur la plage, morts d'épuisement sous les lampadaires de la Cano. Donc finalement, ces phénomènes de piégeage par ces sources de lumière est documenté, il est connu, voilà. Il est notoire. Et alors là, ça c'est remarquable. Ça, je ne sais pas si vous la voyez là. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des insectes. Je coupe parce que ça fait du bruit. Ce ne sont pas des insectes, ce sont des oiseaux qui sont piégés dans les faisceaux de projecteurs des tours jumelles de New York. Après l'attentat de 2011, de 2001, il a été décidé de faire un mémorial, et ce mémorial, en fait, ce sont des projecteurs brachédentiels. Vous voyez l'image ici, au-dessus de Manhattan. Et ces projecteurs brachédentiels, ce sont des pièges extraordinaires. Et vous voyez là, tous ces petits points, ce sont les oiseaux qui vont tournoyer comme des insectes dans ce faisceau-là.
Alors bon, ça a quand même ému les responsables qui aujourd'hui ne l'allument que périodiquement, et surtout pas en période de migration. Mais ça, c'est pour vous montrer cette capacité de piégeage de, de la lumière comme ça dans la nuit. Et là, vous avez une illustration du 19e siècle qui montre déjà ce piégeage qui était déjà connu autour des phares côtiers. Impact sur les oiseaux marins. Alors là je l'évoque rapidement parce que c'est FNE Normandie qui demande d'intervenir. Et je pense qu'il y a réellement une problématique pollution lumineuse et falaises. Les falaises sont des lieux de nidification des oiseaux. Et je redoute, c'est à vérifier, mais je redoute que les poussins, lors de leur premier envol, normalement doivent se diriger vers la mer. Je redoute qu'une grande partie du premier envol des poussins se fasse vers les lumières des villes. Et avec le risque de retrouver des poussins au pied des lampadaires et complètement piégés, et qui mourront peut-être au pied des lampadaires. En tout cas, ce phénomène existe pour les macareux, pour les pétrels, c'est connu, donc je ne connais pas les espèces des falaises normandes, mais à mon avis, c'est un problème à examiner. Les tortues, vous voyez, les reptiles, hein, voilà comment les bénévoles regroupent les bébés tortues lorsqu'ils cherchent un peu à protéger ces espèces. On regroupe les bébés tortues avec une lampe torche et ils viennent tous se regrouper sur la torche plutôt que d'aller vers la mer. Et ça, c'est connu, c'est-à-dire que près des paillotes, là, c'était en Italie, voilà, il y avait une paillote sur une plage, et on a retrouvé tous les bébés tortues en Italie vers la paillote éclairée plutôt que vers la mer. Et c'est pareil pour les grenouilles et les crapauds, ça j'ai observé ça par moi-même, des crapauds qui viennent s'approcher la nuit des baies vitrées ou des portes-fenêtres. C'est un phénomène connu. Et les mammifères aussi, les mammifères, c'est la nuit qu'on va traverser ou écraser sur nos routes les lapins, les sangliers, les cervidés et même pas mal d'animaux domestiques. On peut penser aux chats ou tous nos herbivores, bovins, ovins, qui ont une activité très importante la nuit. Si vous allez dans un pâturage à 3 heures du matin, les vaches elles sont debout. Elles broutent, elles ruminent, elles se promènent. En fait, une grande partie du vivant s'est organisée face aux prédateurs suprêmes et diurnes que nous sommes. Hein. C'est-à-dire que les espèces cherchent à nous éviter et un des meilleurs moyens de nous éviter, c'est la nuit. Donc, c'est l'habitat de nombre d'espèces. Là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes concernant l'impact de la lumière sur le vivant, puisque l'homme l'exploite. Or, là, 2-3 exemples. La pêche au lamparo ou au projecteur. Ici, on est c'est la mer de Chine, hein, au nord du Japon. Hein. Et là, ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des villes, ce sont des flottes de pêche industrielle qui pêchent au projecteur, c'est-à-dire pour rassembler les poissons et les hypnotiser et ensuite les ramasser avec les filets. Un moyen extrêmement efficace et qui est connu depuis l'Antiquité, c'est effectivement d'éclairer la mer. Les poules pondeuses, pour avoir 2 pontes en 24 heures, on éclaire les poules 20 heures sur 24 pour avoir 2 pontes par jour. Ici, vous avez un problème qui devient un peu prégnant en France ces derniers temps, c'est l'éclairage des serres agricoles. Les serres, pourquoi on les éclaire? Parce que pour avoir des fraises et des tomates hors saison, il ne suffit pas de chauffer et d'être à température raisonnable, c'est-à-dire d'éviter le gel. Il faut aussi éclairer. Et finalement, les serres horticoles aujourd'hui, horticoles et agricoles, se retrouvent éclairées avec des projecteurs qui sont habituellement utilisés pour les stades. Donc on se retrouve dans ces installations avec des éclairages de stade extrêmement denses, extrêmement serrés, qui fait que ces serres agricoles aujourd'hui, quand vous regardez l'espace, elles sont aussi lumineuses que des grands centres urbains. Et notamment, vous avez quelques serres autour de Rennes, en Bretagne, qui sont aussi lumineuses que Rennes. Donc on est là face à un nouveau problème, qui est nouveau, qui se voit, qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que vraiment, vu de satellite, vous avez là des surfaces éclairées dont l'intensité est supérieure au centre-ville.
Et depuis que j'ai vu ça, voilà, pour dire, depuis que j'ai vu ça, j'ai arrêté de manger des tomates bio. Hein, voilà, parce que en gros, faut pas, voilà, faut être cohérent. On peut pas se prétendre, enfin, où il manque quelque chose dans la labellisation bio. Hein, je fais une digression, mais il manque un truc dans la labellisation bio, c'est-à-dire que il ne faut pas limiter à l'impact phytosanitaire, il faut aussi considérer effectivement cette pollution qui est effectivement qui n'est pas de la pollution chimique, mais qui est une pollution physique, et donc on vient de voir les impacts, et on ne peut pas se prévaloir d'être d'un label voilà, qui se préoccupe d'environnement et par ailleurs d'avoir ce type d'impact. Voilà, c'était une petite digression, mais il faut avoir ça quand même dans l'esprit. Concernant l'homme, l'impact sur l'homme, l'impact sur l'homme, je dirais, il est le même que celui sur le vivant. Effectivement, la lumière va toucher nos métabolismes, notre physiologie, en particulier, alors, ce qui est le plus connu et le plus documenté, et d'ailleurs qui est extrêmement documenté actuellement, parce que cette lumière dont on parle, c'est aussi la lumière. Alors, c'est aussi la lumière de nos écrans. On nous dit que la lumière de nos écrans affecte nos métabolismes. Et cette lumière des écrans, finalement, elle se retrouve être extrêmement semblable à celle des LED. Alors justement, comme on a un déploiement généralisé, c'est une véritable révolution, c'est-à-dire que dans 10 ans, j'ai l'impression qu'on peut pronostiquer qu'en France, on aura pratiquement une majorité d'éclairage à LED. Donc finalement, on est en train de mettre dans nos rues le même type de lumière que l'on accuse de perturber nos métabolismes avec nos écrans. Donc c'est la même lumière. Donc effectivement, elle a un impact fort sur notre physiologie et donc, je le disais, sur la production de mélatonine qui est extrêmement sensible au bleu. C'est-à-dire dès que vous avez un peu de bleu la nuit, votre production de mélatonine chute. Cette production de mélatonine, elle est conditionnée par l'obscurité. Voilà, vous la produisez pendant l'obscurité et elle conditionne la qualité de votre repos. Voilà. Si vous avez une bonne production de mélatonine, vous aurez un repos et un sommeil de qualité. Et plus vous allez dormir dans une ambiance lumineuse, et c'est un peu le cas en ville, c'est difficile en ville de dormir dans le noir parce qu'on aura toujours des raies de lumière qui filtrent à travers ou les rideaux ou les volets. Vous commencez à dégrader la qualité du sommeil. Et donc voilà, on peut considérer que la lumière, à ce titre-là, est un perturbateur endocrinien. Voilà, c'est la définition d'un perturbateur endocrinien. Effectivement, il va conditionner la production de mélatonine, qui est elle-même une hormone primordiale. C'est-à-dire que la production de mélatonine conditionne elle-même la production de toute une classe d'hormones pilotées par le taux de mélatonine que nous avons dans notre organisme. Donc on est là sur un impact assez majeur sur notre métabolisme. Alors, là, je parle de l'effet négatif. Alors, évidemment, il y a l'effet positif de la lumière. Il permet le prolongement de la vie sociale. Mais voilà le prix. Voilà le prix que nous payons de cette autorisation, je dirais, d'un prolongement de vie sociale. On a déjà à moitié en noir côté façade. Ça, c'est quand même une aberration. C'est-à-dire que on demande toujours plus de lumière dans nos rues, au point de gêner les riverains. C'est-à-dire que les riverains se retrouvent à demander aux mairies de noircir les lampadaires. Donc on est sur une totale aberration. Et cette illustration à Paris n'est pas anecdotique. Je serais tenté de dire que chaque rue parisienne a un lampadaire peint en noir. Si vous levez les yeux, vous allez le remarquer. Et en particulier dans les quartiers bourgeois, parce que les quartiers bourgeois, finalement, on a des gens qui n'hésitent pas à interpeller leurs élus, et alors que dans des quartiers plus populaires, bon, ben, on subit ça. Bon, voilà. J'étais un peu long, mais c'était un peu pour planter un certain décor. Si on regarde un peu l'état des lieux, vous voyez cette fracture nord-sud. Le nord a les moyens de s'éclairer, pas le sud. Voilà un zoom sur l'Europe. On note encore une fracture est-ouest, alors que cette image doit dater de 2010. Et on voit effectivement que l'ouest est davantage éclairé que l'est.
Un zoom sur la France, on voit que finalement ce sont les implantations humaines qui sont corrélées finalement aux sources de lumière, avec les littoraux, les cours fluviaux, les grands centres urbains. Si on zoome sur la Normandie, bon, c'est simplement pour vous dire que ces images sont accessibles et vous avez ici un lien. Comme je vous le disais, la présentation est téléchargeable. Donc là, vous cliquez sur le lien, vous serez sur ce type d'atlas et de cartographie. Vous pourrez regarder ça tranquillement chez vous. Ça, alors, l'image précédente, c'était des images satellites, généralement destinées à la météo. Là, c'est une image prise de la station internationale. Là encore, vous avez un lien. Donc, cette image satellite, vous pouvez aller la télécharger. Voilà, je vous donne le lien. Et vous pourrez la zoomer. Vous pourrez voir s'il n'y en a pas d'autres. Parce que, voilà, j'ai trouvé celle-là. Elle date de 2012, voilà, à 5 h du matin. Aujourd'hui, ça a peut-être changé, j'en sais rien. À partir de ces images satellites, on peut faire des cartographies. Il faut bien voir que même dans les espaces noirs là, que l'on voit ici, entre deux centres urbains, effectivement, c'est noir. En fait, ce n'est pas noir parce que la lumière diffuse dans l'atmosphère. Et ces cartographies, en fait, elles nous donnent l'état d'obscurité quand vous levez les yeux au zénith. Donc, quand vous pointez les yeux vers le ciel, même si vous avez un village à 5 km et une ville à 20 km, le ciel n'est pas noir parce que la lumière se propage avec l'humidité atmosphérique et même avec les molécules d'oxygène, je l'évoquerai un petit peu plus loin. Mais le ciel, dès qu'on a une source lumineuse dans un coin du ciel, tout le ciel s'éclaire un peu. Et ça, ce sont les cartographies finalement de la noirceur du ciel. Et finalement, on voit qu'il faut aller assez loin, par exemple, des grands centres urbains pour avoir des valeurs, des isovaleurs dites bleues, qui sont proches d'un environnement naturel. Il faut aller très loin. Alors, cette carte est insensible à l'altitude, c'est pour ça que les Alpes sont sanctionnées, or que le ciel des Alpes est quand même de meilleure qualité que ce qui apparaît là, parce que là, c'est presque une image de densité de points lumineux. Et effectivement, les Alpes sont extrêmement éclairées. Mais comme on est en altitude, l'atmosphère est, pour faire simple, est plus transparente. Bon. Ça, c'est un zoom sur la Normandie. Je vous laisserai voir ça tranquillement. Il y a les liens encore pour aller voir tout ça. Aujourd'hui, on dispose d'un instrument drôlement intéressant par rapport à ces cartographies je dirais, d'intensité de la pollution lumineuse. C'est que sur le site que je vous indique ici, Radiance Light Trends, vous pouvez générer des tendances, des historiques. Et donc, vous avez la possibilité ici d'aller tracer un polygone. Alors là, c'est chez moi. Voilà, j'ai tracé un polygone autour de ma ville et j'ai tracé l'évolution. Alors finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2012, là, en fait, il ne se passe rien, voire même les points, bon, il y a un petit bruit, c'est la météo, tout ce qu'on veut, c'est un maillage mensuel. Donc on voit finalement que les émissions de lumière, ce polygone, finalement, il va intégrer les émissions de lumière d'un territoire. Donc ce territoire-là, il émet, je dirais, de manière assez constante depuis toujours, voire même avec une légère tendance à la hausse, et on va dire, c'est l'urbanisation. Voilà, le village, il s'étend un petit peu. Et puis là, en 2017, il y a une division par deux. Et ça, c'est quoi? Ben, en fait, c'est qu'en 2017, mon village, il a éteint. Il éteint la nuit. Et du coup, on aurait pu avoir zéro. Alors, on n'a pas zéro, parce qu'en fait, il y a un centre industriel qui, lui, reste éclairé et qui, effectivement, est très important et finalement éclaire pratiquement à 50%, représente 50% des émissions de la ville. Mais finalement, vous avez là un outil qui vous permet d'aller constater l'évolution d'un territoire. Et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que bah, voilà, ça permet de voir l'évolution d'un territoire. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Et alors, je suis quand même allé voir chez vous en Normandie. Et donc, j'ai pris deux territoires. J'ai pris Caen ici. Voilà, ça c'est Caen. Et bien, à Caen, il se passe quelque chose. On voit que finalement, depuis 2012, il y a une tendance à la baisse et elle est significative. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je me doute un peu. Peut-être que Caen est en train de passer au LED. Et avec les LED, il y a quand même une tendance, c'est à n'éclairer que le sol. Cette technologie LED permet d'envoyer la lumière exactement où l'on veut. Et c'est vrai qu'avec les lampadaires LED, il y a une belle tendance à n'éclairer que vers le bas.
Et ça peut suffire à expliquer cette tendance-là. Bon, c'est mon explication. À constater sur le terrain, je ne connais pas Caen, donc c'est peut-être à vous d'aller voir. Et là, c'est le Havre. Alors, je ne sais pas si c'est la Normandie, je suis nul en géographie, on va dire, et donc je me suis dit, c'est pas loin. Alors, au Havre, il ne se passe rien. Voilà. Hein, au Havre, mauvais élève, il ne se passe rien. Donc, depuis 2012, depuis qu'on parle de pollution lumineuse, rien n'a été fait. Voilà. C'est simple, c'est clair. Ce qui fait que finalement, si on fait un peu le bilan de l'état des lieux, on a une forte pollution lumineuse en France, même dans les territoires les plus reculés. Ici, vous avez des images prises dans différents parcs naturels régionaux en France. Et je dirais, regardez Livradois-Forez, on est en Auvergne, regardez ces dômes lumineux qui sont assez importants. Ici, on est dans le Perche, tout l'horizon est orangé. Dans les Landes de Gascogne, c'est peut-être un peu mieux. Dans le Haut-Jura aussi. Regardez les volcans d'Auvergne. Vous voyez, vous avez certains horizons. Là, vous avez 360 degrés. Hein. Vous avez, ça fait un tour d'horizon. Donc, vous avez ici peut-être tout l'horizon sud qui est bloqué avec un beau halo de pollution. Et ça, c'est un parc naturel régional en Île-de-France. Donc, ça se passe de commentaires. Vous voyez comment cette pollution, finalement, elle diffuse. Voilà, c'est le propre de cette pollution lumineuse, c'est de diffuser loin des territoires. Et finalement, les seuls ciels bleu nuit, on les a dans les publicités et les dessins animés. Ça n'existe plus que là. Alors, j'ai sûrement été trop long. Faut un peu me calmer si je dérape. Ça, c'était le bilan. Aujourd'hui, on a un outil réglementaire qui est issu du Grenelle et qui est l'arrêté de 2018. Alors, juste en 2018, on n'avait rien, c'est-à-dire le maire avait l'entière compétence sur son éclairage, compétence absolue. Il pouvait éclairer ou ne pas éclairer à sa guise, il pouvait éclairer vers le haut, par terre, à tous les niveaux, n'importe quel niveau d'éclairement. En fait, souvent, il se basait, il était fortement invité à suivre une norme, mais cette norme n'est pas d'application obligatoire. C'est une norme d'éclairagiste, EN 13201. Elle n'est pas obligatoire et pourtant, elle a été largement mise en œuvre. Or, c'était un drame, cette norme, parce qu'en fait, elle ne faisait qu'imposer des éclairements minimums. Donc, c'était une logique de performance et absolument pas une logique environnementale, puisque ce n'était que des minimums. On nous disait, pour bien éclairer, il faut au moins tant de luxe, au moins tant de lumière. Voilà. Et cette norme, aujourd'hui, finalement, elle est caduque, parce que par bien des égards, elle se retrouve illégale. Donc, parce que l'arrêté, finalement, il est dans une logique, au contraire, de plafond. Donc, là, je vais vous donner les quelques outils que nous donne cet arrêté. Donc, aujourd'hui, on n'est plus démunis. Autrefois, il fallait convaincre un élu, convaincre un privé que son installation était néfaste pour l'environnement. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de séduire ou de convaincre notre interlocuteur. Il faut simplement l'informer qu'il existe une réglementation, qu'il faut à minima l'appliquer. Donc, cet arrêté, sur quoi il porte? Alors, en fait, je l'indique dans la planche suivante, mais voilà 3 exemples ici que je montre parce qu'il faut avoir ça présent à l'esprit. En fait, cet arrêté ne s'applique pas à ces éclairages de sites naturels. Alors, c'est un oubli, on peut le regretter, mais la loi est ainsi faite que cet arrêté ne permet pas de s'attaquer à ce type d'éclairement. Voilà. Donc, il faut le savoir, voilà, l'éclairage des sites naturels échappe à la loi aujourd'hui. Bon. Alors, par contre, cet arrêté, je l'indique ici, il couvre indifféremment les domaines publics et privés. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça ne concerne pas que les lampadaires de nos rues, mais ça concerne également tout ce qui est installation lumineuse privée. Les prescriptions sont définies au sens du code de la route, c'est-à-dire qu'il y a certaines règles qui sont à l'intérieur du panneau d'entrée de ville et à l'extérieur. Alors,
quelles sont les installations concernées? Parce que là, je vous ai donné un exemple d'installation qui n'est pas concernée. Alors, les installations concernées, ben, finalement, c'est pratiquement toutes. Parce que ce sont, c'est l'article 1 de l'arrêté qui le dit, ce sont les éclairages qui assurent la sécurité des déplacements, des biens et des personnes. Alors, vous imaginez, c'est 99,9% des éclairages extérieurs. Ils sont destinés à assurer la sécurité des déplacements, des choses, voilà, et des personnes. Donc, finalement, c'est toute la voirie publique et privée. C'est tous les abords d'entreprise. C'est toutes les aires de stockage des zones d'activité. Ce sont les installations ferroviaires, les gares de triage. Donc, ça représente la très grande majorité des éclairages en France. L'alinéa E, c'est les parkings, qui sont distincts voilà, de cette rubrique-là spécifique. L'alinéa B, c'est la mise en lumière du patrimoine, c'est-à-dire l'éclairage des églises, par exemple. Voilà. L'alinéa D, c'est la mise en lumière des façades de bâtiments commerciaux. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un peu cet extract, mais l'arrêté, il concerne ces installations-là. Alors, qu'est-ce qu'il demande, l'arrêté? Il demande d'éteindre certaines installations, et en particulier toutes les installations qui sont dans des espaces clos. Donc, si vous avez une aire de stockage, une usine qui est close, c'est-à-dire il y a une clôture, il y a une porte, il y a le portail, il est fermé et il n'y a pas d'activité, voilà, personne ne travaille, l'espace doit être éteint après la cessation d'activité. Donc ça, c'est assez majeur comme disposition, c'est-à-dire que toutes nos entrées de ville où on a souvent de l'activité industrielle et économique qui est clôturée, évidemment, mais qui ne travaille pas la nuit, hein, supposer que le dernier salarié soit parti à 20 h le soir, ben à 21 h, cet espace-là doit être éteint, totalement éteint. Les mises en lumière aussi, alors ça existe depuis 2013, c'est-à-dire toutes les façades d'églises, de monuments et commerciales doivent être éteintes à 1 h du matin. Et les parkings de supermarchés, vous voyez, les parkings annexés à une zone d'activité sont éteints 2 heures après la fin d'activité. C'est-à-dire que si votre carrefour à côté, il ferme les portes à 20 h, à 22 h, le parking doit être éteint, même s'il n'est pas clôturé. Cette présentation, vous l'aurez. Donc, si vous voulez regarder ça de plus près, vous la regarderez et vous me demanderez si nécessaire. Alors, les extinctions, c'est quelque chose de majeur. En termes d'impact, c'est remarquable. Là, j'ai juste mis 2 images. Vous voyez, si on fait des simulations si on commence à éteindre quelques… Alors là, c'est plus des villages. Alors, vous voyez, les extinctions, elles ne concernent pas la voirie. Le maire garde sa prérogative sur est-ce qu'on éteint ou pas les rues. Voilà. L'arrêté n'oblige pas d'éteindre les rues. Absolument pas. C'était presque la condition pour que l'Association des maires de France soutienne l'arrêté. Parce que finalement, au final, l'Association des maires de France a donné son feu vert à cet arrêté, n'a mis aucun bâton dans les roues, n'a mis aucune opposition, et ça a été un peu le compromis. C'est du compromis, cette histoire-là. Et donc, finalement, on l'a accepté. On a accepté on peut comprendre qu'un maire, il connaît sa ville, il connaît ses quartiers, il sait ce qu'il peut faire. Il connaît ses concitoyens, on va lui laisser cette liberté de décider s'il doit éteindre ou pas. Alors, jusqu'en 2010, les villages avaient tendance à éclairer de plus en plus. Des villages qui éteignaient la nuit n'éteignaient plus. Et depuis 2010, il y a quand même une tendance inverse et c'est heureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience pour éteindre nos petits villages. Et l'idée diffuse bien. Les parcs naturels régionaux sont assez moteurs sur la question. Là, c'est un parc naturel régional en Île-de-France. Tout ce qui est bleuté, et même je suis en retard sur cette carte, tout ce qui est bleuté éteint la nuit. Ce qui est encore un peu jaune, vous voyez ici jaune, n'éteint pas. Mais ça va venir. C'est-à-dire que vraiment, on a tache d'huile sur ce territoire. Et, il y a encore 10 ans, il n'y avait que 3-4 communes qui éteignaient. Et là, voilà, les parcs naturels régionaux vraiment communiquent fortement et incitent fortement leurs élus à éteindre. L'enjeu, il est remarquable.
là, je joue, vous voyez ici, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle joue chez vous. Voilà une ambiance éteinte, et voilà quand on allume. Vous voyez, ça vaut le coup d'éteindre parce que vous voyez ce que ça représente l'extinction. Là, on est éteint, et là, on allume. Donc, ça vaut le coup l'extinction. Deuxième article, l'article 3 de l'arrêté, alors c'est un article avec des prescriptions techniques, mais très intéressant. Alors ça intéresse surtout les fabricants, et je dirais, nous, on n'a pas grand-chose à y regarder, mais aujourd'hui, on ne peut installer en France que des matériels qui n'émettent pas plus de 1% vers le haut. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'au moment où cette prescription est sortie, 2/3 des catalogues des fabricants se sont retrouvés non conformes. Donc c'est un coup de massue quand même pour la profession. Mais on s'est battu pour. FNE voulait 0. Bon, on a eu 1%. Il y a eu des négociations où on partait de 5 ou même de 15%. Donc FNE s'est battu vraiment au maximum pour avoir 0. Bon, ça a été 1. Voilà, ça a été 1. C'est du compromis. Alors ça, c'est la valeur catalogue. C'est-à-dire quand vous achetez un luminaire sur le catalogue, mais aujourd'hui, maintenant, j'ouvre un peu les catalogues et c'est vrai qu'aujourd'hui, les luminaires sont comme ça. Par contre, en position dans la rue, étant donné que parfois les mâts sont inclinés, il y a une tolérance de 4%. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez ce plafond de 4% qui fait que vous ne pouvez pas avoir plus de 4% qui part vers le haut. Et ça s'applique au privé comme au public. C'est-à-dire que vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans les zones d'activité, les zones commerciales, vous avez souvent des projecteurs en façade braqués dans les yeux. Ça, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. Bon, ils sont toujours là parce que finalement, il n'y a personne pour contrôler la loi. Mais la loi l'interdit. On n'a plus besoin, en gros, de convaincre le gestionnaire de bien vouloir réorienter son projecteur. Là, on peut lui dire, vous êtes dans l'illégalité. Autre chose aussi, alors 4% vers le haut maximum, mais mieux que ça, 95% de la lumière doit être émise dans ce cône. C'est-à-dire que la lumière doit vraiment être braquée, non pas sous l'horizon, mais même dans ce cône. Vous voyez, 95% de la lumière doit être dans ce schéma que j'ai figuré à l'échelle. C'est-à-dire qu'à l'horizon, on n'a que les 5% restants. Vous voyez, si 95% de la lumière est ici, finalement ici, dans cet angle qui reste ici, cet angle de 15 degrés, 75 plus 15 égale 90, dans cet angle de 15 degrés, on ne peut avoir que 5% de lumière. Et ces 5% de lumière, c'est vrai qu'ils sont néfastes, inutiles, perdus. C'est de la lumière horizontale, donc elle n'atteindra jamais le sol. C'est de la lumière horizontale, donc elle ira dans nos yeux, elle va nous éblouir. Donc c'est du bon sens. Donc ça, ce sont des prescriptions qui s'appliquent aux fabricants. Juste pour dire que l'Europe va plus loin dans des préconisations. L'Europe propose que ce soit 0% vers le haut. Ce n'est qu'une préconisation. Et elle préconise aussi 97% dans le cône dont je parlais à l'instant. Donc, il faut savoir que l'Europe préconise d'aller plus loin. L'effet est majeur, vous voyez, entre 0 et 4%. Bon, j'insiste pas. Autre prescription, c'est la couleur de la lumière. Ça, c'est peut-être la seule législation au monde, je crois. Mais c'est voilà, en France, il est interdit d'avoir de la lumière bleue, en gros. Voilà. Donc, toutes les nouvelles sources que l'on va installer, en particulier les LED, ont une couleur de lumière. Alors, ça s'appelle température de couleur. Elle doit être inférieure à 3000 degrés Kelvin. 3000. Donc, ça correspond à un blanc chaud. Et il est interdit d'avoir des LED blanc froid en France aujourd'hui. Alors, une précision importante, cette loi, FNE a souhaité qu'elle ne coûte rien aux citoyens. Donc, cette loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que les matériels anciens qui ont de la lumière bleue, on les laisse. Par contre, tout matériel neuf doit respecter cette prescription.
et doit n'émettre que du blanc chaud. Alors, pourquoi? Parce que, bon, ça a été documenté, mais là, c'est par exemple une étude qui dit que le bleu impacte toutes les espèces. Au contraire, par exemple, du jaune qui n'impacte que certaines espèces. Donc ça, c'est des études, je donne les références en bas, qui listent un peu l'impact de la couleur de la lumière. Et donc, le bleu est toxique. Il est toxique pour le vivant, on l'a vu, il est toxique pour l'homme. Et malheureusement, les LED sont fortement, ont un contenu en bleu extrêmement fort. Alors, un autre point aussi néfaste du bleu, en fait, le bleu crée des halos de lumière plus intenses. Alors ça attriste les astronomes, c'est-à-dire que si vous amenez la même quantité de lumière, si elle est jaune ou si elle est bleue, elle fait des halos plus ou moins puissants. Et en fait, pourquoi le bleu est si néfaste et crée des halos plus intenses? Donc, c'est assez critique cette histoire-là, puisqu'aujourd'hui, on déploie des LED, donc on risque d'avoir des ciels malgré tout plus lumineux. Et ça, c'est une propriété liée à l'atmosphère, c'est-à-dire que quand on éclaire l'atmosphère, eh bien, le bleu diffuse énormément, et c'est pour ça que le ciel est bleu. Donc, on l'a tous vu, quand le soleil éclaire la Terre, eh bien, on voit surtout du bleu. Et donc, si maintenant notre lumière artificielle a une dominante bleue, son pouvoir de diffusion et de construction de halos sera démultiplié. Et ça, c'est une projection, c'est-à-dire si l'Europe passait avec de la LED blanc-bleu, vous voyez ce que devient la cartographie de pollution lumineuse. Voilà, les halos vont être beaucoup plus intenses. Alors, FNE, pour le coup, a proposé une étiquette environnementale comme vous avez sur votre frigo. Et FNE considère que 3000 K, bon, ben, c'est le plafond de la loi, mais c'est une catastrophe. Et FNE propose les labels D, C, B, c'est-à-dire être en dessous de 2400 K. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des grands fabricants, Philips par exemple, ici vous propose de la LED à 1800. Et 1800, c'est le parc actuel. Donc, parce que la LED aujourd'hui, elle a tendance à, vous l'avez vu, c'est de la lumière blanche, donc si c'est blanc, c'est-à-dire qu'on a tout l'arc-en-ciel. Si on a tout l'arc-en-ciel, c'est qu'on a du bleu. Autrefois, on avait des lumières orangées, c'est-à-dire nos rues avaient un déficit en bleu, mais qui était bénéfique, je dirais, pour la santé de l'environnement. Et là, on voit qu'aujourd'hui, Philips nous propose de la LED avec, voilà, qui est au label A de FNE. Là, c'est une autre marque qui nous propose également des sources qui sont sur des labels C, B ou A. Donc, ces matériels existent. Alors là, il n'y a pas obligation à les installer. La loi, c'est 3000. Mais si vous avez la possibilité de discuter avec vos élus, préconisez l'emploi de cette étiquette environnementale et demandez vos gestionnaires à se positionner vis-à-vis de cette étiquette. Paris est relativement exemplaire puisque Paris, avant même la loi, avait plafonné ses rues à 3000 K et a même des quartiers à 2700. Voilà. Donc Paris le fait. Paris est au moins à 2700 dans certains quartiers. Autre prescription, c'est la dotation de lumière. Donc là, on a vu la couleur, on a vu les orientations. La couleur, ça, c'est la puissance de la lumière. En fait, aujourd'hui, on a des plafonds d'éclairement. On ne peut plus éclairer autant qu'on veut. Alors, ces plafonds, en fait, ce n'est pas des éclairements, c'est des dotations. C'est-à-dire que si vous avez… La loi, elle dit quoi? Alors, la loi, elle donne ce tableau, et notamment pour les éclairages du A. Le A, c'était la majorité, hein, c'est la sécurité des biens, des déplacements des personnes. Donc, sur le A, il nous dit qu'en agglomération, il faut être en dessous de 35. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 1 mètre carré à éclairer, de rue, de trottoir, vous ne pouvez pas amener sur site plus de 35 lumens. C'est un plafond. Alors, il faut être un peu technicien pour savoir ce que ça veut dire, mais voilà, on est sur des plafonds et c'est une révolution parce que jusqu'ici, les normes, c'était plutôt le contraire. Les normes disaient, pour bien éclairer, il faut être au moins supérieur à 35. Et là, la loi nous dit, non, non, mais il est interdit de dépasser 35. Donc, vous pouvez éclairer comme vous voulez, mais en dessous de 35. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, alors c'est des exemples, parce que là, c'est un peu technique, je n'ai pas envie d'aller là-dedans,
Mais si par exemple je regarde les images du bas, ça ce sont des rues qui ont été refaites à Paris en LED. Donc vous voyez qu'on est sur une lumière qui a un peu blanchi par rapport à des installations anciennes qui sont en haut. Ça c'est les anciennes rues de Paris, enfin les rues des années 2000, 2010. Et là voilà, ça c'est les rues rénovées à Paris. Donc vous avez en légende les boulevards, etc. Et Paris, en fait, ces niveaux que vous avez là sous les yeux, et c'est une impression visuelle qui est assez fidèle aux impressions de terrain. C'est-à-dire, si vous êtes dans la rue, vous avez cette impression-là que vous avez à l'écran. Mais Paris, il est entre 20 et 30. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que 20 et 30, Paris, il est là au moins à F. C'est-à-dire, il n'est déjà pas. Alors, déjà, FNE a considéré que 35, c'est excessif. Et déjà au-dessus de 25, FNE considère que c'est rouge. Voilà. Et effectivement, pourquoi FNE dit que 25 c'est rouge? C'est parce que des rues parisiennes, notamment le boulevard Saint-Germain, il est à 22. Alors si le boulevard Saint-Germain est à 22, je ne vois pas pourquoi en France on irait au-delà de 25. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Et ça a permis d'imaginer cette étiquette. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Si jamais vous aviez la velléité de calculer cette grandeur. Alors, l'arrêté appelle ça la DSFLI. Bon, c'est un nom barbare, mais c'est quoi? Je vous disais, c'est la quantité de lumière qu'on amène sur site. Là, par exemple, le boulevard Saint-Germain, il a 34 luminaires. Alors ça, on peut le voir. Alors, vous allez dans la rue, vous comptez les lampadaires, ou alors vous allez sur leur open data. Bon, bref. Le boulevard Saint-Germain, sur ce secteur, il y a 34 luminaires. Quand je regarde ces luminaires, ils ont une puissance de 8590 lumens. Il y a aussi sur les trottoirs 34 luminaires avec une puissance de 1710. Je somme tout ça. Je fais 34 fois 8590 plus 34 fois 1710 et je trouve que tous ces luminaires ont amené sur site 350 000 lumens. Voilà. J'ai fait une multiplication, une addition. Et ça me dit combien ce secteur a eu, voilà, on a amené sur site cette quantité de lumière. Et après, je vais sur le géoportail et je vois que ce site, finalement, sur le géoportail de l'IGN, Institut de géographie nationale, je vois que cette surface, elle fait 15 000 m². La prescription de l'arrêté, elle dit, ben, vous prenez les 350 000 lumens, vous les divisez par les 15 000 m², et vous vous apercevez que la dotation qu'a reçue le boulevard Saint-Germain, ben, c'est 22. Donc, il est conforme. Non seulement il est conforme, mais il est même relativement exemplaire, puisqu'il est au label F et non pas G. Voilà. Donc, voilà ce que signifie cette prescription. Une autre règle une règle un peu simple, et même simpliste. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'on a comme luminaire dans notre rue, c'est de la LED. Alors, quand c'est des lampes, c'est facile parce que, alors les lampes, vous me demanderez, n'hésitez pas à m'écrire. Mais les lampes, c'était ou bien 150, c'était ou bien 10 000 lumens, ou bien 15 000. Il y avait vraiment des sauts sur les lampes. Donc, dans nos rues, on avait 3 lampes. C'était la 15 000 lumens, la 10 000 lumens ou la 7 000 lumens. Donc, ça y est, on savait les dotations, on connaissait la dotation. Aujourd'hui, avec les LED, c'est plus compliqué. Il faut quand même avoir en tête que dans les LED, vous avez remarqué, mais il y a des petits points lumineux. Quand vous regardez un luminaire LED, ce sont des petits points éblouissants. Chaque point, il balance 250 lumens. Voilà. Donc, si vous comptez le nombre de points, vous savez quelle est la puissance de votre lampadaire. Et donc, vous savez que, par exemple, dans votre rue, vous avez 3 lampadaires et ils balancent 10 000 lumens. Donc, vous avez 30 000 lumens dans votre rue. Si vous faites la surface de la rue, vous voyez si on a dépassé 35 ou pas. Alors là, c'est pareil, je disais, l'arrêté n'est pas rétroactif. Donc, ce plafond ne s'applique qu'aux installations depuis le 1er janvier 2020. Alors, on est quand même en septembre. Donc, ça veut dire que des installations qui ont été créées, qui ont été, voilà, on a refait votre rue après le 1er janvier 2020. Ce plafond s'applique. Avant 2020, il ne s'applique pas. Voilà. La loi n'est pas rétroactive. Ça, c'est le gros problème dont je parlais en introduction. Vous voyez, on a mis de la LED, ça consomme moins, donc on éclaire plus. Vous voyez, c'est la même rue. Hein.
c'est avant-après. Le problème, c'est que, alors là, on flirte avec les 35. Effectivement, 35, c'est trop. Et c'est trop parce que, typiquement, cette rue, elle est à 35. Ce qu'on doit regretter, c'est que les LED, comme elles consomment moins, eh ben, on en a profité, non pas pour consommer moins, mais pour éclairer plus. Voilà. Ça, c'est la perversion du système. Pourquoi l'étiquette FNE va aussi bas? Elle va jusqu'à un plafond de 5 au label A. C'est parce que ces niveaux, on les trouve à Berlin et on les trouve dans beaucoup de villes en Allemagne. Les Allemands sont sur des dotations entre 5 et 15. Ça, c'est avec le même protocole photographique des grandes rues au centre de Berlin. À Berlin, entre guillemets, on ne voit pas où on met ses pieds. Donc, nous avons des voisins. Vous voyez les ambiances des villes allemandes. C'est par exemple ici l'arrêt de bus qui éclaire la rue. C'est ici le magasin qui éclaire la rue. Mais la rue est très très peu éclairée. Les lampadaires sont très peu puissants. Là, pareil, ce sont les commerces qui éclairent la rue. Les lampadaires, on les voit de temps en temps, là, mais voilà. Donc, c'est ce qui a motivé, je dirais, l'étiquette FNE. Cheminement PMR, la réglementation n'est pas en contradiction avec la PMR. Les PMR, on fait souvent des lectures abusives. En fait, il y a très très peu de trottoirs ou de passages piétons qui peuvent se prévaloir d'être PMR. Il y a un peu un abus de... Alors, les PMR, les obligations d'éclairement PMR, elles sont extrêmement réduites. Souvent, j'ai des élus qui me disent oui, mais PMR m'oblige à ceci. Non, c'est pas vrai. Cette installation où vous êtes, non, on n'oblige pas du PMR. Pour avoir du PMR, il faut avoir un établissement qui reçoit du public, un public important. Il faut que le parking soit de l'autre côté de la rue pour éclairer, pour qu'on ait l'obligation d'éclairer le passage piéton. Si le parking est adossé à l'établissement, il y a juste le cheminement entre le stationnement handicapé et la porte d'entrée qui doit être à ces niveaux d'éclairement. C'est très peu de choses en fait. Mais souvent on abuse d'obligations soi-disant PMR. L'article 4. L'arrêté est très très light sur les obligations des espaces naturels. C'est même ridicule. En fait, le plus qui est demandé sur les espaces naturels, il est à la discrétion des préfets. Les préfets ont le pouvoir d'aller plus loin que l'arrêté. Mais l'arrêté en soi ne prescrit pratiquement rien, sauf autour d'une dizaine de sites astronomiques. Mais il n'y en a qu'une dizaine en France, et dans un rayon de 10 km. Et encore, la prescription, elle est ridicule. Elle concerne que la mise en lumière des églises. Voilà, c'est ridicule. Et sur les réserves naturelles et périmètres de protection, on a aussi une prescription sur les éclairages des églises, bon, qui est assez ridicule, et des sources un peu plus chaudes à 2400, c'est-à-dire un peu moins de bleu. Mais franchement, c'est anecdotique. Hein. Les exigences supplémentaires des espaces naturels sont anecdotiques, c'est presque, limite on peut les oublier. D'ailleurs, moi je ne les connais pas par cœur parce que c'est tellement symbolique et ridicule que... Voilà. Il y a les cœurs de parcs nationaux qui, eux, ont une exigence sur la température de lumière, de couleur, là, mais qui est assez modeste. Les boîtes de nuit, les canons de boîtes de nuit là, sont limités à des valeurs qui sont tellement excessives que les boîtes de nuit pourront continuer d'avoir leur faisceau de braquer dans le ciel. Or, cet article-là, le 4.5, il est intéressant. On n'a plus le droit d'éclairer les plans d'eau. Alors, le domaine public fluvial, le domaine public maritime, c'est-à-dire que les plages, les berges, tous les luminaires doivent tourner le dos aux berges, doivent tourner le dos aux plages. Voilà. Et la lumière ne doit pas tomber dans l'eau. Alors ça, c'est assez fort comme demande. D'ailleurs, sur les ponts, on se demande un peu comment c'est possible. Mais par exemple, l'éclairage des ponts, on doit éclairer que la chaussée et la lumière ne doit pas déborder dans la rivière ou le fleuve. Donc ça, c'est assez fort comme contrainte. Hein. Voilà. D'eau au domaine aquatique. Le gestionnaire de l'installation doit pouvoir mettre à disposition
toutes les grandeurs sujettes à prescription. Donc, s'il est de bonne volonté, vous pouvez demander à votre maire ou à un privé de vous fournir les caractéristiques de son installation et constater que sur toutes les prescriptions dont on vient de parler, effectivement, normalement, voilà, le gestionnaire met à disposition les performances de son installation. Sauf qu'il les met surtout à disposition d'un éventuel contrôleur. Bon. Alors, il y a un calendrier d'application, je le disais. Alors, tout à l'heure, je disais, voilà, on est obligé d'éclairer vers le bas et on est obligé d'avoir 3000 pour la couleur de la lumière. Tout ça, c'est depuis le 1er janvier 2020. Voilà, les nouvelles installations, voilà, je l'ai écrit en haut, entrée en vigueur de tout ce que j'ai raconté, depuis tout ce qui est nouveau a été installé après le 1er janvier 2020 et soumis à cette prescription. Sur les anciennes installations, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Les extinctions des parkings autour des supermarchés et des espaces clos que j'ai dit tout à l'heure, cette extinction sera obligatoire à partir du 1er janvier prochain. Donc au 1er janvier 2021, si vous voyez une usine éclairée la nuit et qui ne travaille pas, si vous voyez une zone d'activité clôturée la nuit et qui ne travaille pas, elle a l'obligation d'être éteinte. Et d'être éteinte non pas à 1h du matin, mais après la cessation d'activité. Autre chose aussi qui, là, doit être fait depuis le 1er janvier 2020 et qui n'a pas été fait, c'est les projecteurs de façade. Vous voyez, je vous donne un exemple ici. Voilà, là, on a un bâtiment avec des projecteurs qui éclairent vers le haut. Ça, c'est interdit depuis le 1er janvier 2020. Le propriétaire a l'obligation de réorienter son projecteur vers le sol. J'ai l'habitude de dire que la lumière ne doit pas sortir de sa propriété. Voilà. La lumière doit être confinée un peu à sa clôture. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut, le gestionnaire. En général, il veut éclairer sa propriété. Donc, alors là, c'est une propriété. Alors là, je parle de propriété où il y a une activité. Hein. On est en pleine activité. Il a des projecteurs, d'accord, mais ces projecteurs doivent éclairer vers le bas. Et cette orientation doit être effective depuis le 1er janvier dernier. Là, vous avez le cas d'un lampadaire de voirie publique sur cette image-là. Idem pour la voirie publique. Là, c'est une commune. J'ai interpellé le maire qui me mène en bateau, mais ça va mal finir parce que le maire a l'obligation de réorienter son lampadaire vers la chaussée depuis le 1er janvier. Alors là, à ce lien-là, vous avez des lettres types que vous pouvez adresser à un privé ou à un public, une commune, pour leur demander de régler, leur obligation de régler depuis le 1er janvier 2020. Et dans ces lettres types, je cite tous les articles de l'arrêté avec le lien Internet. Donc, ça permet un peu de bétonner votre courrier, votre mail. Moi, j'ai fait des mails, hein, tout simplement. J'ai fait des mails. Il y en a un qui a été extrêmement effectif. Je l'ai fait pour une usine. 3 semaines après, l'usine avait braqué tous ses projecteurs à l'horizontale, sans discussion. J'ai un autre Carrefour qui, lui, ne veut pas orienter, mais j'ai mis la mairie en copie parce que le maire a obligation de faire appliquer la loi et le maire a envoyé la police municipale. Donc aujourd'hui, ils ont la police municipale pour régler leurs projecteurs, le Carrefour d'une commune à côté de chez moi, mais il y en a d'autres qui ne répondent pas. Donc là, ça va mal finir. Alors aujourd'hui, je ne suis pas encore au point. Je serai peut-être au point dans quelques mois, mais mon idée, c'est d'aller jusqu'au tribunal administratif parce que là, le maire n'a pas fait appliquer la loi, le préfet n'a pas fait appliquer la loi. Donc voilà, il y a une infraction et elle n'est pas, voilà, elle n'est pas mise en conformité. Donc personnellement, j'irai jusqu'au bout. Voilà, voilà. J'ai fini. Enfin. Pour prolonger la réflexion, ces présentations-là que je vous ai proposées, vous pouvez les télécharger sur ce site-là, Wikinite. Donc, si vous allez à l'onglet présentation, vous verrez, je l'ai mis dans un petit onglet archives et vous aurez la présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez la télécharger, il n'y a aucun problème et vous pouvez la diffuser comme vous voulez.
Là, je vous ai donné d'autres liens qui permettent un peu de trouver quelques informations sur la pollution lumineuse, voilà, etc. Voilà, Nuit France. Et puis, on a aussi, il existe un forum de discussion où chacun peut échanger un petit peu ses expériences. Et ça s'appelle Ciel Noir, c'est un Google Group. Il n'y a pas grand monde en ce moment, mais là, on a des gens un peu passionnés par le sujet. Et en général, ils partagent des informations qui font progresser tout le monde. Voilà, j'ai fini. J'ai dû exploser le délai. Je suis désolé. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, il est 19h15, donc ça a fait un peu plus de 40-45 minutes. C'était très complet, très concis. Alors merci à celles et ceux qui ont noté des questions dans les commentaires. Alors je reprends un peu pêle-mêle. Alors il y avait déjà une première remarque de Sophie Montagne qui malheureusement nous a quittés, qui disait que la Belgique avait éteint ses autoroutes. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant de ce type de projet. Peut-être que vous pouvez nous en Oui, dire plus. je confirme. Je confirme. La Belgique aussi a un plan pour passer intégralement au LED et malheureusement des LED 4000K. D'accord. Donc malheureusement Blanc c'est bleu. Blanc bleu, donc la Belgique va rester catastrophique sur le plan pollution lumineuse. ok. Donc malgré la mesure. Ça ne changera pas grand-chose. Aurélie Mouchet avait une question. Comment identifier la nature de la lumière diffusée la nuit dans nos rues sans appareil de spécialiste? Est-ce possible de le faire sans aller demander à la mairie? Euh, alors, moi, ce que j'observe, c'est qu'actuellement, toutes les installations de voirie qui sont réalisées sont à 3000K parce que c'est la loi et que les fabricants ne proposent plus du 4000. Hein. Ils ne proposent plus parce que ils seraient en infraction, ça se verrait. Hein, ça se verrait. Donc, je pense que nos yeux vont s'habituer. C'est-à-dire, on va le reconnaître peut-être à l'œil. Bon, ma réponse est un petit peu, voilà, escalée, mais quand vous allez voir de nouvelles installations LED, elles seront certainement à 3000. Et ça va vous faire un peu un point de référence. Et quand vous verrez des installations qui seront plus jeunes que ça, c'est qu'on sera en train de chercher du 2007 ou de 2004. Ce que je vois aujourd'hui, c'est ce qui est proposé de manière exemplaire, ce que je vois monter de manière exemplaire dans certaines rues, c'est 2007 ou 2004, pas moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore jamais vu du 2002 dans les rues, et même je n'ai pas vu du 2004 à titre personnel. J'ai vu du 2007 à Paris, puisqu'il y en a. Donc, à l'évidence, si vous prenez dans votre rue, vous avez 99,5% de chances que ça soit du 3000. Si c'est récent, hein. Si c'est ancien, vous pouvez avoir du 4000. Oui, parce qu'en fait, ce sont des sauts importants. C'est 3000, 4000, 5000. Du 5000, j'en ai jamais trop vu. Peut-être même jamais si ce n'est chez les privés. Donc, les premières installations LED françaises sont à 4000. Celles qui sont là depuis 2-3 ans, elles sont à 4000. Et ça, c'est fini. C'est interdit. Donc, vous allez voir, je dirais, par comparaison, votre œil va faire la différence. En tapant spectromètre, luxmètre, où parfois vous avez des applications qui sont censées donner des niveaux d'éclairement, mais c'est totalement faux et erroné, hein, c'est vraiment très imprécis. Et sur la température de la lumière, j'en avais trouvé une qui se trompait de 200 ou 300 degrés, ce qui n'est pas beaucoup. Donc ça permettait de distinguer 3000, 3005, 4000. Donc c'était une application smartphone, mais elle n'est plus proposée sur le Play Store. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en avais essayé une ou deux autres et j'ai trouvé que ça donnait des valeurs vraiment pas bonnes. Mais il faut savoir qu'il y a des applis qui se vantent de donner la couleur de la lumière. Mais la température, vous voyez, vraiment au sens de l'arrêté, 3000K, voilà, ça vous balance le 3000K.
Très bien, bah, merci pour cette réponse. Il y avait une question de de Jean-Paul Davot qui était assez simple. Comment peut-on éclairer moins et consommer plus? Comment éclairer moins et consommer plus? Ou le contraire? Comment peut-on, en fait, c'était plus sur une question de fonctionnement. Je pense que c'était ça. Jean-Paul, peut-être que tu pourrais prendre la parole pour Non, reprendre. c'est ce que j'ai compris dans l'expression. Alors, bonsoir à tous. Excusez-moi, je n'ai pas pu prendre au début. J'ai raté un certain nombre de choses, mais il y aura le compte-rendu. C'est ce qui a été dit, ou alors j'ai mal compris à propos Non, ce que je dis, c'est un peu un slogan, mais c'est une perversion de la technologie LED. C'est que comme la techno LED consomme moins, on en met plus, on met plus de luminaires. Par exemple, j'ai des exemples de villages où là où il y avait 10 lampadaires dans une rue, maintenant il y en a 15. Et on se vante de consommer un peu moins parce que c'est de la LED, mais finalement on a neutralisé, c'est-à-dire si au lieu d'avoir mis 15 luminaires LED, on en avait mis 10, là on aurait eu une baisse de consommation vraiment intéressante et finalement on n'a pas saisi l'occasion. Donc les LED, ce sont souvent une occasion manquée parce que voilà, ça consomme peu, alors on en met beaucoup. Et du coup, on se retrouve à éclairer beaucoup plus. C'est un peu une image que je montrais dans une des planches. Il y avait une image avant-après d'une rue. On a mis de la LED et on a multiplié par 2 les éclairements, mais peut-être qu'on a réduit de 10-20% la consommation. Alors après, l'élu, il est fier, il a baissé 20%, mais en fait, il aurait pu diviser par 3. Donc Oui, voilà, il est là, c'est une occasion manquée. Hein, voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. La LED peut, et parfois, je ne dis pas toujours, mais je vois beaucoup d'installations qui sont des occasions manquées. On aurait pu diviser les consommations par 3 ou 4, et en fait, on les réduit de 20% seulement. d'accord. Très bien. Est-ce que je peux apporter un témoignage? Vas-y, Jean-Paul. Oui. Alors, donc, moi, je suis dans le parc naturel régional du Perche. Et donc, on a la chance d'avoir quelqu'un au niveau du parc qui réfléchit à cette pollution lumineuse. Donc, il y a des actions en cours, il y a eu quelques réunions. Et il y a aussi des actions à la suite de ça, donc des communes qui, pour diminuer leur consommation d'électricité nocturne, ont décidé d'arrêter à 23 heures. C'est le cas au lieu de le laisser toute la nuit. C'est le cas de la ville de Rémalard et ça ne pose pas plus de problèmes de sécurité qu'avant. Et sur un an, ils ont fait une économie de, je crois, 15 000 euros dans leur budget, ce qui est pas négligeable. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc au niveau du parc régional, ça appuie un petit peu ce qui a été dit. C'est qu'effectivement, ils sont relativement moteurs. Par contre, dans les villes reste malgré tout le problème de la pollution lumineuse, notamment des agences immobilières qui restent allumées toute la nuit pour des raisons de visibilité. Voilà, donc ça, c'est encore un point qui reste sur lequel il faut agir. Voilà, je n'ai plus rien à dire, c'est juste un témoignage. En tout cas, j'ai trouvé la présentation très intéressante et j'ai raté le début, mais il faudra que je m'y remette. Voilà, merci encore. Alors, sur l'histoire des agences immobilières, oui, je connais le truc. Bon, c'est simple, hein, ils sont dans l'illégalité depuis 2013, parce que depuis 2013, il y a obligation d'extinction des vitrines après 1 heure du matin. Donc voilà, mais c'est un peu. Bon, FNE le répète assez régulièrement, mais effectivement, il n'y a pas de contrôle sur le terrain. En revanche, c'est vrai que si vous vous retournez vers le maire doit faire appliquer cette loi, cet arrêté. Voilà, c'est le pouvoir du maire, hein, l'application de cet arrêté. Parce que l'arrêté a abrogé et repris intégralement l'extinction des vitrines à 1 heure du matin, des monuments, etc. Donc l'arrêté a le pouvoir de police sur cette question-là. Le maire a le pouvoir de police sur cette question-là, et donc le maire peut obliger le commerçant à éteindre. D'accord.
Oui, alors après peut se poser le problème dans les petites communes, les relations et puis la période électorale, tout ça, il y a des choses qui sont tolérées, quoi, en fait, hein. Ah ben oui, mais voilà, en tout cas, ce sont des situations illégales, hein. Mm. Alors, je vais reprendre un peu le fil des questions parce qu'il y a encore pas mal de questions qui ont été posées. Valentin Lang avait demandé si les communes qui éclairent les façades de mairies et de monuments à l'aide de projecteurs, du bas vers le haut, peuvent-elles continuer à le faire? Oui, oui, elles peuvent le faire. Sur les illuminations de monuments, il n'y a pas de prescription sur l'orientation de la lumière. Donc la lumière peut aller vers le haut, elle peut déborder, elle peut même être de n'importe quelle couleur, elle peut être bleue, voilà. Mais elle doit être éteinte à 1 h du matin. Très bien. Alors, une question un petit peu sarcastique de notre chère camarade Annie. On fait quoi quand on habite près de la pétrochimie et des entrepôts de l'estuaire, du Havre, je précise? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, oui, on a la loi avec nous et il faut voir comment la faire appliquer. Alors, vous pouvez peut-être avoir dans ce genre de site un responsable environnement, parce qu'il y en a toujours, qui est peut-être passionné par son métier et auquel cas, ça peut aider. Moi, j'ai eu ça avec un grand site industriel de 1200 salariés où j'ai eu un interlocuteur qui était extrêmement réceptif et il m'a par exemple éteint tous les parkings. Et ça, c'était il y a 15 ans. Donc, bon, ça, c'est une option. Ensuite, il faut voir que la loi est avec nous. Donc, sur les installations anciennes d'éclairage, on ne peut rien faire. Donc, l'installation d'éclairage aujourd'hui de ces sites-là, on ne peut rien faire. Et c'est la loi. Par contre, à supposer qu'il y ait une extension, une rénovation, un passage au LED, supposons, hein, si vous surveillez le site et qu'à un moment vous voyez que tout un truc est passé au LED, alors dès qu'on est sur une installation rénovée ou nouvelle, elle doit se conformer à l'arrêté. Et donc, interdiction d'éclairer vers le haut, on l'a vu, hein, 1% seulement ou 4%, hein, on l'a vu. Donc, et plafonnement à 35 sur la dotation de lumière. Donc, c'est peut-être pas facile à contrôler tout ça, mais ceci dit, par exemple, les émissions vers le haut, ça vous le voyez à l'œil. Si vous avez un projecteur tout nouveau, un projecteur LED tout nouveau, ou une rue, une voie, un acheminement tout nouveau, et qui vous pète dans les yeux, bah, vous êtes sûr qu'il est en infraction. Et là, il est en infraction. Et là, vous pouvez. Et qui fait appliquer la loi à l'intérieur du site? C'est le maire. Hein, si le site ne veut pas se conformer à un petit courrier sympathique, c'est le maire qui fait appliquer l'arrêté dans le domaine privé. Voilà ma réponse. Merci. Alors, une autre question de ma collègue Céline, que je salue, Céline Lefebvre, qui est la juriste de FNE Normandie. Avez-vous été confronté à des arguments liés au sentiment d'insécurité sur la question de la pollution lumineuse, donc de baisser la lumière avec les zones entraînent? Évidemment, 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 mais je dirais on a galéré avec ça avant l'arrêté. Et même on a galéré avec cet argument pendant la rédaction de l'arrêté, pendant le processus d'élaboration de l'arrêté. Il a fallu lutter contre cette question-là qui arrive de manière un peu irrationnelle. En fait, la sécurité, c'est une vraie question, mais après, il faut la traiter de manière rationnelle. Et justement, l'arrêté la traite de manière rationnelle. Je le disais au début, on s'est interdit d'obliger les maires à éteindre. Le maire connaît sa ville, c'est lui qui prend la décision. Voilà, c'est lui qui assume, il sait s'il peut le faire, s'il peut y aller. On n'a pas voulu aller sur ce terrain-là parce que c'était beaucoup trop, c'était la planche savonneuse, hein. Donc, par contre, l'insécurité, moi, je vous donne un argument majeur que j'évoque systématiquement. L'insécurité la nuit n'est pas corrélée au niveau d'éclairement, il est corrélé à la désertion des espaces.
La nuit, il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne dans le métro, il n'y a personne dans les trains. Et là, on a peur, parce qu'on est tout seul. Les commerces sont fermés, les activités, voilà, il n'y a plus. Vous sortez de chez vous à 3 heures du matin, c'est super éclairé, eh ben, vous n'êtes pas à l'aise, hein, parce que vous êtes tout seul et que tout le monde dort, et que si vous êtes menacé, eh ben, vous devrez vous en sortir tout seul. Alors que s'il y a du monde, je veux dire, le métro, il est éclairé pareil à 20 heures et à 1 heure du matin, il est éclairé pareil à 20 heures et 1 heure du matin. À 20 heures, tout se passe bien, il y a du monde, voilà. Et à 1 heure du matin, quand vous êtes seul dans la rame ou seul sur le quai, vous voyez. Donc, ayez en tête cette notion, hein, l'insécurité, c'est la désertion des lieux. Et effectivement, c'est la nuit que les lieux se désertent. C'est comme ça, on est une espèce d'urne. Donc la nuit, il n'y a plus personne, oui. Et que ça soit éclairé ou pas, c'est un peu pareil. Donc voilà un argument majeur que j'ai dû défendre pendant des années. Mais aujourd'hui, la question n'est plus là. La question, c'est l'application de l'arrêté. Très bien. Alors, je le retourne. Donc, je vais demander, il y a encore quelques questions à poser. Je vais demander maintenant aux participants d'arrêter de poser des questions pour qu'on puisse traiter toutes celles qui ont été posées. Ah, c'est dommage. Le propos est hyper intéressant et j'espère que ça va beaucoup servir aux bénévoles normands. Mais malheureusement, nous sommes un peu pris par le temps, donc on va continuer. Je passe à une autre question. Les règles qui ont été expliquées concernent-elles l'éclairage à vocation publicitaire, avec notamment les équipements de nouvelle génération? C'est vrai qu'on a pu parler de l'éclairage publicitaire qui, par ailleurs, pose beaucoup d'autres questions. Non, l'éclairage publicitaire, alors il y en a. Non. L'éclairage publicitaire, c'est une autre réglementation qui porte donc sur les panneaux 4.3 qui sont éclairés par des projecteurs, qui porte sur les panneaux LED, etc. C'est une autre réglementation. Et là, j'ai peur de dire des bêtises. Je sais que dans le PowerPoint que vous pouvez télécharger, il y a des slides qui étaient masqués et vous pourrez les regarder, où il y a des encarts sur ce sujet avec les liens vers les textes. De mémoire, les publicités doivent être éteintes à 1 heure du matin. Et je pense que les panneaux LED, pareil. Mais ça ne va pas plus loin, quoi. Il n'y a qu'une histoire d'extinction sur cette affaire-là. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, question d'Aurélie Mouchet de la Coalition Climat. Est-ce que nous avons une légitimité à protester si la lumière publique éclaire notre jardin? Pas trop, parce que… Alors, oui, si, il y a un truc ridicule dans l'arrêté, c'est qu'il est quand même, il y a un article qui est consacré à la lumière intrusive. Et il est écrit qu'il faut éviter d'éclairer de manière excessive chez les autres. Alors après, vous allez voir votre élu et vous lui dites, regardez, il y a l'arrêté qui dit qu'il ne faut pas éclairer de manière excessive chez moi. Je trouve que c'est excessif. Est-ce que vous pouvez baisser la lumière? Mais voilà, ça va être ça, quoi. Hein. Ça va être de l'argumentation, dire que vous n'avez pas la jouissance de votre bien parce que vous êtes agressé. Voilà, il va falloir dire que vous êtes vraiment agressé par le truc. Alors, vous voyez, à Paris, ça se passe bien. J'ai montré une photo où à Paris, vous râlez auprès de la mairie et la mairie vient quelques jours après et elle peint le lampadaire en noir. Voilà, donc vous pouvez, à la limite, vous pouvez y aller avec cet argument. Allez-y avec la photo de Paris et si vous voulez, je vous en donnerai d'autres. Hein, j'en ai plein des photos à Paris où vous irez sur Google Street et je vous dirai où aller et vous les verrez dans Google Street. Et vous pourrez dire, regardez, à Paris, un riverain se plaint et il a gain de cause, pourquoi pas moi? Hein, voilà, il faut la jouer comme ça. Très bien. Alors, une autre question d'Annie Leroy. Peut-on envisager l'éclairage commandé par le passage d'un piéton afin de diminuer la pollution lumineuse?
J'aime pas trop les réponses technologiques parce que, alors ça existe, hein, ça, moi je l'ai vu, mais alors aujourd'hui je suis pas convaincu. Alors je suis pas convaincu des installations que j'ai vues. Notamment, j'ai vu une allée où il n'y avait pas de lampadaire. On a mis des lampadaires à détecteur. Le problème, c'est que ces lampadaires à détecteur, maintenant, ils fonctionnent tout le temps à très bas niveau. Donc effectivement, le piéton qui voit ça, il sait qu'il peut s'engager puisqu'il voit que c'est éclairé. Et quand il arrive, c'est Versailles. C'est-à-dire, il y a le détecteur qui balance la sauce. Et du coup, on est là sur une réponse technologique qui fait que un truc qui n'était pas éclairé, maintenant, il est éclairé tout le temps. Certes, faiblement, mais tout le temps. Et quand quelqu'un arrive, voilà, l'intensité augmente. Et sur un plan de sécurité, je trouve que ce n'est pas terrible. Parce que vous êtes désigné, en fait, au milieu de la nuit. C'est-à-dire, si vous vouliez parcourir une rue de manière discrète parce que c'est la nuit et que vous avez peur, eh ben, l'éclairage vous désigne. Vous avez un spot sur la tête en permanence qui dit que vous êtes là ou qu'il y a quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un, ben non, vous le savez, il y a quelqu'un là-bas. Donc, oui, moi, je ne connais pas d'installation à détecteur qui, en fait, soit totalement à l'arrêt la nuit. Elles sont à bas régime et elles montent en régime à la détection. Voilà ce que j'ai vu, hein, en fait, sur le terrain. Donc, je ne suis pas fan, hein, de ça. Très bien. Donc là, ensuite, une question de Karine, mais auquel on a un peu répondu sur les réactions par rapport à l'insécurité. Le site de François Chagnot, beaucoup de communes près de chez moi ont choisi d'éteindre l'éclairage de nuit avec le soutien des gendarmes qui affirment qu'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance. François Chagnot, si je peux me permettre, vous habitez à quel endroit en Normandie? Ah oui, mais en fait, je crois qu'il est parti. Donc, Alors, moi, je confirme. J'ai deux exemples à côté de chez moi. Donc, on est dans le sud de l'Essonne, notamment ma ville. Ma ville, c'est quand même 5500 habitants. Je présentais au début des planches l'extinction de ma ville. Ça a été suite à une réunion publique où, je dirais, la mairie a un peu forcé la main sur la population. Elle a invité la population. Elle a dit, voilà, je veux éteindre à titre expérimental, et puis depuis, ça a été pérennisé. Hein. Mais elle avait invité la gendarmerie qui avait dit, bah, nous, il n'y a pas de problème, allez-y. Les retours qu'on a en général sont ceux-là, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas augmentation de la délinquance. Et puis sinon, on sait qu'à Saumur, on a eu le même témoignage de la gendarmerie. Et aussi encore dans le sud Essonne, il y avait une autre ville, alors là, de 8000 habitants, qui avait aussi invité la gendarmerie pour dire alors on y va, on n'y va pas. Et la gendarmerie avait dit pour nous, il n'y a pas de problème. Et en fait, la réponse que moi je fais par rapport à cette question-là, c'est que finalement, qu'il y ait de l'éclairage ou pas d'éclairage, je dirais ça va gêner ou favoriser au même niveau le délinquant et la victime, quoi, hein. Je veux dire, le délinquant aujourd'hui, il profite de la lumière aussi parce qu'il voit qui il pourrait agresser ou le bien qu'il pourrait voler. Enlever la lumière, ça va le gêner, peut-être comme le citoyen aussi va se retrouver gêné de ne pas voir où il met les pieds. Bon, j'ai l'impression que les deux populations sont un peu affectées d'une manière parallèle et c'est pour ça que la gendarmerie dit nous on ne voit rien, quoi. On ne voit pas d'effet. Une remarque aussi sur ces questions de sécurité gendarmerie. Dans le PNR du Gâtinais, là à côté de chez moi, bon, il y avait une commune qui était assez en avance là-dessus, qui avait coupé à minuit, qui coupait à minuit depuis longtemps. Et puis elle constatait que jusqu'à minuit, il y avait des rassemblements bruyants. Et bon, les riverains se plaignaient, etc. Et finalement, l'idée du maire, ça a été d'avancer l'heure d'extinction. Donc maintenant, cette ville éteint à 23 heures au lieu de minuit. Et donc, les rassemblements bruyants se dispersent à 23 heures. Bon, voilà, bénéfices, avantages ou inconvénients de l'extinction.
Très bien, alors je continue dans les questions. Blue Brisel va redémarrer. Elliot Shaw, est-ce que la solution des interrupteurs dans la rue a déjà été envisagée? Alors là, je ne connais pas. Ouais, ça, j'ai jamais vu ça. Euh, voilà, on arrive à la fin des questions. Alors bon, finalement, on a encore un petit peu de temps si certains veulent affiner un petit peu plus leur réflexion. De mon côté, j'aurais peut-être une question sur l'engagement bénévole. Comment on fait pour devenir spécialiste de la pollution lumineuse? Je pense qu'il faut être astronome. En fait, au départ, j'étais amateur d'astronomie. Puis voilà, quand on est amateur d'astronomie, on est vraiment confronté à la question, quoi. C'est-à-dire, on est obligé de prendre la voiture, de faire des kilomètres, et du coup, voilà, on a un intérêt à cette lutte, et du coup, on va devenir efficace, et on va connaître l'argumentaire, on va échanger, on va partager. Après, alors, je pense qu'on peut avoir la même sensibilité, j'en connais, si on vient si notre intérêt, c'est la biodiversité. Mais ça veut dire qu'on va s'intéresser à une biodiversité nocturne. Donc, c'est une biodiversité qui est fatigante. Parce que ça veut dire que vous avez l'habitude d'être sur le terrain la nuit. Et puis voilà, quoi, c'est dur. C'est dur d'étudier l'environnement nocturne. Voilà, ça coûte. Alors, l'astronome, pour lui, c'est un passage obligé. Évidemment, l'astronomie, ça se passe la nuit, donc on est très motivé pour sortir la nuit. Et donc, on est aussi, du coup, on se retrouve. Moi, je sais que dans mes sorties d'astronomie, forcément, je traverse des villages, des machins, et je vois les aberrations qui ont été réalisées. Et donc, ça agace. Et quand on est agacé, on rentre à la maison et on dit ça peut plus durer, et voilà, et on devient. Voilà. Et on se renseigne, on s'informe, on voit des PowerPoint. Et puis un jour, alors il y a une manière aussi un peu de fédérer les émulations hein, sur ces questions-là. C'est vrai que chez FNE, je me sens un petit peu, on n'est pas nombreux sur le sujet, alors qu'il existe une association d'ailleurs qui est affiliée à FNE, ou alors là, il y a beaucoup de monde, c'est l'ANPCEN, hein, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Alors, si vous adhérez à l'ANPCEN, vous recevez un bulletin trimestriel avec beaucoup d'infos. Et puis voilà, et puis si vous décidez d'être un bénévole de la NPCEN, alors là, vous allez échanger avec tous les bénévoles de la NPCEN et ça va faire une certaine émulation. Alors bon, moi j'étais à la NPCEN pendant 20 ans, j'y suis toujours d'ailleurs. J'étais même au conseil d'administration, mais bon, j'ai trouvé que l'ambiance était pas bonne, alors je suis parti. Et j'ai offert mes services à FNI. Mais voilà, c'est un peu, voilà, le milieu associatif est sûrement un bon moyen d'entrée. Et donc, alors je fais une pub à côté, mais c'est vrai que la NPCEN, c'est l'association spécialisée sur la question. J'aimerais bien que FNE prenne de l'étoffe hein, sur le sujet, parce que c'est vrai que j'aimerais échanger avec 3-4 personnes. Des fois, j'échange avec moi-même. Bah, ça pourrait intéresser quelques-uns. Je vois que Laetitia Moreau a mis dans les commentaires, merci de présenter l'association. L'association contre l'heure d'été double HED est aussi sensible. Les rythmes circadiens et l'astronomie sont des sujets que nous suivons. N'hésitez pas à contacter Pierre Brunet plus tard pour en parler de vive voix et pourquoi pas réfléchir à un engagement bénévole. Il y avait une autre question qui a été posée de Valentin Lang. Est-ce que les lasers projetés dans le ciel lors d'événements comme les grandes fêtes foraines sont encore autorisés? Oui, sans doute, parce que l'arrêté interdit les faisceaux, mais supérieurs à 100 000 lumens. Et 100 000 lumens, c'est vraiment considérable. Et moi, à mon avis, c'est inférieur. D'ailleurs, quand on regarde les catalogues sur Internet pour ces projecteurs-là, ils ne sont pas à 100 000 lumens, quoi.
Donc, alors par contre, il y a un truc qui est interdit depuis toujours, c'est les lasers. C'est-à-dire le laser comme le pointeur qui pointe les diapositives. Ça, c'est interdit. Par contre, les projecteurs de DCA, genre projecteur de voiture hein, qui éclaire dans le ciel, ça, c'est autorisé. Et il n'y a qu'un arrêté préfectoral qui pourrait le limiter. Il n'y a que ça. S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral, eh ben, c'est autorisé. Donc, alors, Pierre, est-ce que c'est possible de vous envoyer des photos pour que vous puissiez les analyser et puis répondre à des bénévoles? Tout à fait. Oui, oui, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec des demandes. D'accord, d'accord. Alors, peut-être une autre question de Céline. Avez-vous déjà alerté les maires sur les dotations de lumière? Tout à fait, tout à fait. Autour de chez moi, oui. Et puis, notamment, il y a le parc naturel régional du Gâtinais. Eux, ils ont complètement intégré la question. Et le parc naturel régional du Gâtinais même fait des diagnostics de projets et d'installations avec notre étiquette. L'étiquette FNE, c'est-à-dire avec les labels A à G, là, justement, de dotation. Et le parc naturel, lui, par exemple, il vise le label C, quoi. Il tente, hein. Il tente le label C, donc il faut convaincre ses élus. Et moi, j'ai alerté ma propre ville parce qu'elle flirtait avec le plafond. Et j'ai dit à ma ville que ce n'était pas raisonnable. Alors, c'est vrai qu'on est sur une notion un peu technique. Il faut voir que les élus, l'éclairage, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui intéresse l'éclairage pour les élus, c'est l'esthétique du lampadaire. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et puis qu'on voit où on met nos pieds, hein. Mais après, les caractéristiques techniques, ils s'en remettent totalement à leur syndicat d'éclairage, à leur électricien. Et donc, effectivement, le travail de l'argumentaire vis-à-vis des élus pour leur dire il faut éclairer moins, il faut une dotation inférieure. Il faut parler d'éclairement, il faut dire c'est trop éclairé, c'est suréclairé. Moi, je parle souvent de suréclairement. Je parle d'urgence environnementale et éclairer plus, c'est un non-sens. Alors, c'est vrai que les élus, alors on est tous gênés avec ça, hein, je dirais que c'est typiquement humain. Mais quand un élu rénove une rue, une installation d'éclairage, si à l'issue de la rénovation, c'est moins éclairé, l'élu, il est déçu. Vous voyez, il y a quand même cette idée de progrès. Une installation moderne qui éclaire moins que l'ancienne, ça va chagriner. Et il faut un peu lutter contre ça. Il faut dire, mais oui, mais on vit au-dessus de nos moyens, et puis il y a l'impact sur la biodiversité, et on ne peut pas continuer comme avant, et il faut être raisonnable. Mais voilà, il y a tout un argumentaire de voilà, être raisonnable sur les niveaux d'éclairement. Et alors là, on peut effectivement dire que la loi a prévu une dotation qui est extrêmement élevée. Regardez, Paris, ils sont au label F. Pourquoi mon patelin, il est à G? Voilà, il faut un peu jouer les comparaisons avec Paris. Paris, c'est peut-être le point d'entrée. Parce que quand vous dites que Paris est à F, pourquoi mon village, il va se mettre à G, hein? Ça n'a pas de sens. Bon, voilà, c'est un peu c'est la matière de l'argumentaire. Très bien. Alors, Annie, je ne sais pas si tu as vu le message de Laetitia Moreau. N'hésitez pas à échanger vos coordonnées ou en tout cas, vous pouvez m'envoyer un mail pour me les demander. Écoutez, il est 19h49. Si quelqu'un a encore une ou deux questions, c'est le moment. Bon, pas de Tu réponse. m'entends, Étienne? Oui, Étienne, tu Annie, m'entends? vas-y, Oui, Annie. bon, ben, Laetitia Moreau, je connaissais sa mère qui était donc celle qui se battait contre les histoires de changement d'heure et qui a fini par gagner. Elle est décédée, mais c'est sa fille qui prend le relais. Je connais aussi le père. Enfin bon, voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas encore au fait de toutes les réalités bénévoles normandes. Oui, oui, mais je t'avais envoyé ses coordonnées, je crois. Hein, et réciproquement. Très bien, pas de souci.
Si personne n'a de questions, je pense que du coup, nous pouvons nous arrêter là. Pierre, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Non, j'oublie sûrement quelque chose, mais là, comme ça ne me vient pas. Donc, bon, voilà. Si, bah, la pub pour Wikinight, là, ce site Wikinight, c'est là où je dépose mes présentations. Chaque fois qu'on me demande quelque chose, en fait, c'est l'occasion pour moi de faire un article et je le mets sur Wikinight. Donc voilà, Wikinight, c'est un peu la réponse à des questions qui m'ont été posées. Très bien. Moi, je voudrais bien prendre la parole. Oui, vas-y, Céline. Voilà, déjà, merci beaucoup Pierre Brunet pour cette présentation. Donc, nous ne manquerons pas d'ajouter, d'intégrer toutes ces informations pour le projet Sentinelle de la nature. Donc, je fais un petit rappel aux bénévoles. Donc, il y a une application Sentinelle de la nature qui permet de signaler toutes les atteintes à l'environnement. Et ces pollutions lumineuses peuvent parfaitement faire l'objet d'un signalement. Et j'indiquerai d'ailleurs le site de Pierre Brunet, donc Wikinight, sur la plateforme pour toute question. Voilà. Si, alors du coup, je pense à un truc là. Vous êtes libre, hein, bien sûr, mais peut-être que sur le site FNE Normandie, si par exemple il y a une petite page environnement nocturne ou pollution lumineuse, il faut peut-être mettre en avant ces outils qui se veulent pratiques, Oui. étiquettes environnementales. Il faut un peu parce que ces étiquettes-là, en fait, je les ai inventées il y a une quinzaine d'années, et je pense que c'est un outil de communication qui percute assez bien. Ça évoque, pour tout le monde, ça évoque quelque chose. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas être dans le label G, ils veulent être au label A. Hein. Donc, c'est bien de dire que l'éclairage extérieur peut être régi par ces deux étiquettes. Et voilà, c'est tout, c'est un message. Il faut un peu que le message diffuse. Et donc, si dans un coin de la page, il y a ces deux étiquettes qui sont là comme des outils de diagnostic de projet, hein, voilà, ça permet de diagnostiquer une installation et d'évaluer un projet d'éclairage. Voilà, faut dire que ça existe. Et je crois qu'il faut diffuser voilà, cette idée-là qu'on a ces petits outils qui sont, quelque part, sont simples. Parce que quand vous regardez les normes des éclairagistes, ça fait des centaines de pages et même les professionnels sont perdus. C'est-à-dire, on ne sait plus comment il faut éclairer. Et là, on est sur des idées de bon sens qui sont, si on veut réduire l'impact sur l'environnement, il faut aller vers les labels A et puis c'est tout. Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée. Je pense qu'on va mettre à jour le site FNE Normandie avec Étienne. On n'y manquera pas. Bien, je crois qu'on va pouvoir clôturer cette soirée. Donc, tout d'abord, un grand merci à Pierre Brunet pour cette présentation qui a été à la fois présentation fleuve, mais en même temps très intéressante et très utile surtout pour les bénévoles. Merci à vous d'y avoir participé. Donc, en tout, là, nous avons été 20 personnes pour un premier webinaire. Donc, c'est pas mal. Enfin, je suis content d'avoir pu faire venir autant de monde. L'objectif la prochaine fois, ce sera de faire venir un peu plus de monde de toutes les associations de protection de nature normande des 5 départements. Je vais quand même terminer avec un petit coup de pub pour parler des prochaines dates pour FNE Normandie. Le 3 octobre, nous organisons les rencontres associatives des associations de protection de la nature à Rouen. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire sans problème en nous envoyant un mail ou en nous contactant sur les réseaux sociaux. Et le 7 novembre, ce sera une journée consacrée au transport et à la mobilité durable, encore à Rouen, au boulevard de l'Europe, et encore une inscription gratuite, mais obligatoire pour respecter au mieux les restrictions sanitaires. Un grand merci encore une fois à Pierre Brunet pour cette présentation. Et de mon côté, je me planche dès demain sur le compte-rendu que je ne manquerai pas de vous envoyer à tous. Voilà.
Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite pour un prochain événement avec FNE Normandie et FNE National.